Bien, et ben, bonjour à tous et merci d'être si nombreux là pour partager ensemble cette notion d'apprivoiser nos différences pour favoriser cette intelligence collective. Alors ça commence par une histoire, d'abord par mon histoire. C'est que donc je suis ingénieure agronome et je travaille à l'étranger puis en France. Mon compagnon aussi, une fois c'est lui qui me suivait. Là, cette fois-là, c'est moi qui l'ai suivi. Et j'ai cherché du travail, j'en ai trouvé. Et puis, aux 2 entretiens, j'ai pas bien senti les personnes qui, c'était un cabinet conseil dans les utilisations des produits agricoles et l'implantation d'entreprises. Et j'y suis allée, et oui, c'était intéressant, mais très vite, en fait, je me suis aperçue que j'étais mal dans cette entreprise, que j'avais beau avoir un beau diplôme, que j'avais beau avoir senti des choses, je n'avais absolument aucun outil pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça marche mal là entre nous? Je dirais qu'entre moi et mon équipe ça allait, mais pour autant nous étions mal dans l'entreprise. Donc le départ c'est vraiment l'incompréhension. Du coup, j'étais chercher à comprendre et chercher des clés, des solutions. Et la première que j'ai trouvée, c'est cette clé qui est essentielle, c'est nous sommes différents. Et que derrière ça, eh bien, on peut comprendre, on peut appréhender un peu ces différences. Et du coup, j'ai commencé à me former, vraiment d'abord pour moi. Et puis ça m'a tellement passionnée que voilà, je suis passée du développement agricole au développement personnel, à m'occuper de l'être humain et pas seulement de la nature. Et donc là, concrètement, je suis à Bayeux et je suis formatrice, coach et thérapeute. Et que qu'est-ce qui fait, comment on peut comprendre ces différences et d'où elles viennent? Alors, excusez-moi, je voulais faire un lien. C'est que qu'est-ce qui fait que du coup, je suis là aujourd'hui avec vous? C'est que donc je suis déjà intervenue l'an dernier, que entre-temps je suis allée à l'automne à une des sessions du Club Agile, et là on nous fait faire un jeu sympa, on débriefe. Et quand j'entendais les commentaires des personnes qui étaient là, ah oui, mais oui, ça c'est bien, mais nous on se comprend pas, et puis un tel il réagit comme ça, comment on peut faire nous? Alors là, c'était Jean-Luc qui animait, du coup je me suis tournée vers lui, je dis, ah tiens, si vous avez encore des trous dans votre programme, moi je peux avoir une idée sur une conférence qui est justement de vous transmettre un peu cet éclairage sur ces modes de fonctionnement. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes si différents? C'est que nous, l'être humain, quand on arrive sur cette terre, on dépend totalement des adultes pour qu'ils s'occupent de nous, qu'ils nous nourrissent, qu'ils nous habillent, qu'on soit bien au chaud. Et que c'est pas toujours facile ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tout pouvoir sur notre environnement, sur le monde. Donc en fait, nous, l'être humain, on est obligé de s'adapter. Et comment on va procéder à cette adaptation? C'est qu'on va utiliser tout le potentiel incroyable de nos compétences, de nos capacités du cerveau. Et puis, selon les expériences que l'un d'entre nous a vécues, ou l'autre, oui, il y a encore au moins 3 places devant. Eh bien, selon ces possibilités-là, on va avoir privilégié certaines des compétences de notre cerveau plutôt que d'autres. Et à tel point que parfois, finalement, on est tellement arc-bouté sur une compétence plutôt qu'une autre qu'on n'utilise peut-être pas assez non plus certaines qu'on a. Et c'est ça qui fait qu'on a ces modes de fonctionnement. Et la PNL, qui est un des outils que je pratique beaucoup et que j'enseigne, eh bien justement, il nous éclaire. Il met en lumière ces modes de fonctionnement. Et ce que je vous propose là ce matin, c'est que je vous partage, j'en ai choisi 6 qui sont vraiment en lien avec justement l'enjeu de travailler ensemble, l'enjeu d'être dans cette intelligence collective qui est vraiment au cœur de l'agilité. Or, identifier ces modes de fonctionnement, ça va nous apporter plusieurs intérêts. C'est déjà, je me connais mieux. Du coup, je peux me rendre compte que j'ai d'autres compétences disponibles que jusqu'à maintenant je n'utilise pas, mais qui sont là, et c'est juste à moi de pouvoir m'assouplir pour les utiliser. Que ça va me permettre également de me rendre compte à quel point, il y en a encore une là, à quel point nous fonctionnons différemment, et que ça va permettre tellement de mieux comprendre l'autre, d'éviter des conflits et de pouvoir justement co-construire ensemble à partir de ces compétences différentes qu'on a, plutôt que de les vivre comme des oppositions ou comme des incompréhensions.
Or, encore une fois, la bonne idée, la bonne nouvelle, c'est que ces compétences que j'ai un peu écartées, elles sont là, elles sont disponibles. Encore faut-il que je le sache. Alors donc, j'en ai choisi 6 principales. La première, elle consiste autour de nos motivations principales. Certes, nos premiers besoins, c'est manger, boire, dormir. Ça, tout le monde les a comme vraiment essentiels. Et en même temps, au-delà de ça, eh bien, il y a vraiment, pour nous, derrière motivation, c'est vraiment notre moteur, c'est là où on met l'énergie, c'est là où on focalise, c'est là où une journée comme celle-ci, certains d'entre nous, on va retenir certaines choses et d'autres, on va retenir d'autres choses. Alors, derrière ces motivations principales, il y a 3 grands types de motivations principales. Certains d'entre nous, là, ici, dans cette salle, dans notre entreprise, dans une journée comme ça, dans notre vie, vraiment l'essentiel tourne autour de la relation à l'autre. Ce qui va me motiver, c'est vraiment que nous créions des relations de confiance, que nous cherchions à nous comprendre, que vraiment on cherche à se faire plaisir, ou qu'on soit authentique, ou créer vraiment de la convivialité. Vous voyez, les critères, les valeurs derrière ça peuvent être avec certaines nuances, mais tout tourne quand même autour de la relation à l'autre. Alors, par exemple, des gens pour qui ça c'est le moteur principal, eh bien, par exemple, la machine à café, la pause, c'est pas du temps perdu, c'est essentiel. Si là, dans l'entreprise, on ne prend pas ce temps pour échanger, y compris sur les enfants ou le film qu'on a vu hier soir, ben attends, je ne peux pas être bien dans cette entreprise. Et puis, c'est cette relation que je vais créer là autour de la machine à café qui peut éviter les parasites. Parce que justement, après, quand on a un problème, le fait qu'on a créé ces relations-là va faciliter le fait du travail ensemble. Sauf que dans la même équipe, certains d'entre nous, c'est pas tant ça. Oui, c'est sympa les relations, mais quand même, ce qui est essentiel, ce qui me donne du plaisir, c'est de faire, c'est d'avoir du résultat, c'est qu'on soit efficace, c'est de relever des défis, des challenges. Donc, ceux-là, ils auront tendance à trouver que la machine à café est vraiment quelle perte de temps. Par contre, ah oui, tiens, il y a des nouvelles opportunités, on peut faire des nouvelles choses. Là, ils vont y aller. Donc, ça va être des gens, beaucoup dans entreprenants, qui aiment faire, qui vont trouver des solutions pour faire. Super. Et là aussi, dans la vie, ça veut dire que pendant les vacances, c'est pas cool au fond du transat, quoi. Hein. Bon, allez, on se fait un petit footing, et puis cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? C'est la randonnée, ou bien on va aller encore trouver une autre idée de faire de la pagaie, ou je sais pas quoi. Et puis, les troisièmes, eh bien, eux, le moteur, la satisfaction profonde, c'est de comprendre, c'est d'apprendre, c'est de savoir, c'est de découvrir, c'est de transmettre. Et là aussi, c'est génial, parce que qui, dans le monde de l'entreprise, n'est pas en permanence amené à découvrir davantage, à apprendre davantage. Les techniques évoluent, la compréhension humaine évolue, c'est formidable. Sauf que ça va parfois donc créer des difficultés entre les gens. Parce que quand même, ce qui est important, c'est qu'on avance. Mais attends, il faudrait peut-être quand même... Il y a peut-être des nouvelles techniques qui ont été découvertes là. Apprenons avant d'agir. Mais est-ce que ça va plaire, ça, à nos clients? Le tri-personne, vous voyez comment, en fait, par moment, il va y avoir des conflits. Et les conflits, ils peuvent être assez raides. Je suis intervenue une fois dans une entreprise où il y avait un conseil d'administration, un président, une directrice. Et puis on me dit, là, ça fait 2 ans que vraiment, ça ne va plus. La relation ne va plus du tout. Essayez de voir, en gros, si vous pouvez faire quelque chose. Sinon, le poste de la directrice était vraiment sur la sellette. Et du coup, quand moi, je me retrouve en médiation avec le président et la directrice, je questionne. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Qu'est-ce qui fait que... Et là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, pour des questions administratives, ils ont dû créer une entité. Et ce n'est pas la directrice qui est gérante de l'entité, c'est une autre personne. Et là, ce qu'elle nous dit, la directrice, mais à partir de ce moment-là, en fait, vous, monsieur le président, mais vous avez cherché à m'évincer, vous ne me faites plus confiance. Et le président l'a dit, mais si, excusez-moi, mais à la limite, si je ne vous faisais pas confiance, vous seriez peut-être plus là. Bon, ça commençait bien. C'était juste la bonne température. Et alors moi, je lui demande, et qu'est-ce qui fait que vous dites que vous vous êtes senti évincé? À partir de ce moment-là, il ne vient plus. Avant, il venait au moins 2 fois par semaine à l'association.
Là, c'est tout juste si on le voit toutes les 3 semaines. L'autre jour, je vais à la préfecture à une réunion. Je vois qu'il est là. Il ne m'avait pas donné l'information. Il me reproche d'être là, mais je ne savais pas. Et du coup, je re-questionne le président. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous veniez et vous ne venez pas après? C'est que justement, je fais confiance. Alors là, avec cet éclairage-là, elle, la directrice, elle réagit de quel côté, à votre avis? Quand elle dit « il vient moins et donc il ne me fait pas confiance », elle est de quel côté, là? Dans la relation. Il y a un changement de comportement, donc elle, ce qu'elle voit d'abord, c'est la relation. Donc, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Et lui, il est dans quoi? Dans l'activité. Il y a un nouveau challenge. Il faut lancer cette structure-là. Donc, comme justement, il lui fait confiance, il sait qu'elle gère très bien cette structure-là, lui, il n'y pense même plus, tac, il est orienté activité et il va de ce côté-là. Donc, à la fois, lui, il fait une erreur de communication parce qu'il change son comportement, mais il n'explicite pas. Et elle fait une erreur d'interprétation parce qu'à ce changement de comportement, n'ayant pas d'explication, elle interprète à partir de son modèle du monde. À travers cet exemple, c'est vraiment pour que vous perceviez à quel point, suivant comment on fonctionne, on projette sur l'autre notre mode de fonctionnement. Et on n'imagine pas que l'autre fonctionne autrement et que donc l'autre soit interprète, soit peut avoir d'autres motivations que celles que j'ai en tête. Ça a du sens, ça? Alors que l'idée, c'est qu'encore une fois, chacun de nous, on a peut-être, donc, on a, de par notre expérience de vie, développé une dominante, mais questionnez-vous à l'intérieur. Ça vous arrive à tous, j'imagine, d'avoir du plaisir dans la relation. Et en même temps, ça vous arrive à tous d'avoir du plaisir, le fait d'avoir agi, d'avoir obtenu du résultat, que ce soit au travail, que ce soit parce que vous avez été faire votre footing ou autre, ou d'avoir préparé un bon repas. Et qu'en même temps, est-ce que chacun de vous aussi, vous n'avez pas par moments du plaisir à apprendre, à découvrir? Peut-être d'ailleurs, vous ne seriez pas ici, n'est-ce pas, si vous aviez ni envie d'être dans la relation, ni envie d'apprendre, ni envie d'être plus efficace. Donc, l'enjeu, c'est déjà, si moi je comprends un peu quelle est ma dominante, je vais pouvoir développer aussi les autres aspects et aussi découvrir que quand je ne comprends pas l'autre, peut-être qu'il n'est pas comme moi. Donc, la prétention, ce n'est pas avec cette conférence qu'aussitôt vous puissiez diagnostiquer ça, mais au moins que vous sachiez, il y a peut-être des différences dans nos modes de fonctionnement. Et que, je me souviens, dans une formation avec des agriculteurs, il y avait 2 frères qui étaient associés, et en fait, ils n'avaient pas les mots, mais avec ça, ils ont pu mettre les mots. Et l'un dit, oui, moi je sais bien, quand il y a un représentant qui vient, alors là, je laisse mon frère y aller. Je sais qu'il aura un plaisir infini à apprendre, comprendre, à poser plein de questions. Et je sais qu'après, il pourra me dire l'essentiel, parce que bien sûr qu'on a besoin d'apprendre toutes les nouvelles opportunités techniques. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais bosser, je m'éclate en train de bosser. Et là, vous voyez bien la complémentarité. C'est vraiment ça l'idée. Et que dans nos équipes, plus on a cette complémentarité-là, plus c'est intéressant. Je me souviens aussi d'un collègue, d'un ami qui était directeur d'une entreprise et combien parfois, quand il nous en parlait comme ça, il disait « Ah oui, alors là, c'était encore typique. Dans le dernier comité de direction, là, c'est encore un tel qui a dit « Attendez, n'oubliez pas, là, vos clients, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette proposition? Et les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont en penser ?» Parce qu'en fait, ils étaient beaucoup dans le tri activité et que celui-là, il était plus à ramener à penser aux personnes. Donc, vous voyez la complémentarité. Ça, c'est un premier éclairage. Ça a du sens? Oui? Alors, en même temps, il y a le temps. Le temps, c'est complexe. Parce que nous, l'être humain, nous n'avons aucun paramètre fiable. Du coup, Dali a pu faire ce qu'il a voulu faire, là, avec le temps. Quand je dis aucun paramètre fiable, c'est que, par exemple, une distance, je peux la mesurer en nombre de mains, ainsi de suite. Une fois que j'ai grandi, ma main, elle a un peu toujours la même longueur. D'ailleurs, n'est-ce pas, les Anglais parlent encore de pieds et de pouces. Mais le temps, on n'a aucun paramètre fiable. Vous êtes passionné, 2 heures se sera envolé. Vous êtes en train d'attendre le bus et que c'est derrière ça, il y a un train et que vous êtes dans l'urgence, vous allez pendant 1 minute regarder au moins 5 fois votre montre. Et elle n'avance plus. Vous êtes d'accord?
et que derrière ça, là aussi, on a des modes de fonctionnement. Et là, ce sur lequel je veux vous éclairer, c'est sur la perception du temps. Alors, certains d'entre nous, ici dans la salle, on a peut-être ce qu'on va appeler une perception fractionnée du temps. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant, on est complètement en train de faire ce qu'on est en train de faire, on est concentré. Ou si ce soir c'est la fête, j'ai beau avoir des soucis, pof, je coupe, je débranche, là on fait la fête. Demain est un autre jour. Ceci dit, ça c'est très intéressant. Mais parfois, si c'est ça votre dominante, parfois vous oubliez plein de choses. On vous a dit, tu penses à ramener le pain, ou là tu m'envoies vraiment ce fichier, là j'en ai besoin cet après-midi. Ah bah désolé, j'ai complètement oublié. Le fait d'être tellement dans l'attente, tellement fractionné, c'est hop, cette consigne-là, je ne l'ai plus en tête, je l'ai oubliée. Qu'il ne faut pas venir, quand vous êtes concentré comme ça, vous dire, tiens, tu peux juste me répondre ça ou il y a quelqu'un au téléphone? Parce que vous avez un inconfort qu'on vous dérange. Et puis, étant tellement fractionné, bah, vous n'utilisez pas toujours autant les expériences passées qui auraient pu être intéressantes, notamment les erreurs à ne pas reproduire, par exemple. Par contre, parmi nous ici, il y en a peut-être d'autres où ça vous parle moins, ça. Vous avez plutôt une vision continue du temps. La vision continue du temps, c'est hyper pratique pour définir des priorités. En début de semaine, définir les priorités, ça me permet à la fois de voir, alors par rapport à la semaine dernière, j'en étais où? Ah oui, il me restait ça à faire. Et en même temps, par rapport aux enjeux de cette semaine ou du mois, c'est bien une vision continue du temps. Ça permet d'ailleurs de voir les évolutions. Ça permet aussi par moment de gérer plusieurs dossiers en même temps. Ça permet de prévoir. Mais, là aussi il y a un mais. Si je suis trop dans cette dominante et que je n'ai pas assez accès à l'autre, eh bien je vais parfois m'éparpiller. Je passe d'un dossier à l'autre et puis j'ai plein de dossiers ouverts. Tout à l'heure, là, Loïc disait attention qu'il y a trop de dossiers ouverts, on s'éparpille. Mais aussi, pendant la fête, là, c'est sympa. Et puis, vous êtes en train de reparler. Ah oui, mais alors finalement, on n'a pas décidé comment on faisait ça, là. Et ça, celui qui fractionnait dit cool, on verra ça demain. Du coup, c'est assez propice aussi aux insomnies quand on est trop dans le continu. Parce que le soir, alors si on a des soucis, c'est bien, parce que ça alimente bien la nuit. Mais même si on est très content, parce que, ah oui, alors demain, et le sommeil en pâtit parfois un peu beaucoup. Donc, vous voyez bien que chaque dominante apporte des compétences, mais si c'est trop, ça ne va pas. Donc, notre enjeu, là aussi, c'est de savoir passer avec fluidité, un peu comme une danse, d'avoir accès en permanence quand j'en ai besoin. Par exemple, je suis lundi matin, je définis mes priorités, vision continue du temps. Donc là, la première, j'y mets, alors pof, je passe plus en fractionné à être concentrée là-dessus. Et rebelote ensuite, je peux revoir en fonction du temps que j'ai pris l'enjeu de la journée et ainsi de suite. C'est aussi des choses que vous faites parfois spontanément. Et puis en situation de stress, c'est nos dominantes qui reviennent et qui vont parfois nous coincer un petit peu. Et là aussi, ça peut vraiment créer des conflits. Moi, je vois en coaching le nombre de fois, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie privée, où il y a une incompréhension des conflits entre les gens, parce que de toute façon, il oublie tout, c'est bien que ce n'est pas important pour lui. Je me souviens d'ailleurs, là, par exemple, par rapport à un coaching d'un couple, un grand amour, magnifique et tout, mais pas toujours facile à vivre. Et là, un des exemples, c'est, l'autre jour, il dit, tiens, ce serait sympa un soir, tiens, d'aller dîner dans tel restaurant. Puis il n'en parle plus. Donc c'est bien que ce n'est pas important pour lui. Mais lui, il s'avère qu'il a une vision continue du temps. C'est pas fini la vie. Il n'avait pas dit quand, mais c'est une perspective qui est réjouissante. Alors qu'elle, qui était là plus fractionnée, donc, elle était, ça y est, on le fait quand, quoi. Il n'en parle plus. C'est presque comme s'il m'oubliait. Qu'au travail, quand vous êtes continu, tiens, vous avez besoin d'une info, pof, vous allez voir, on ne communique pas toujours par mail quand même, hein. On va voir le collègue, si lui, il est fractionné, il va vous répondre de façon un peu sec. Quand même, tu pourrais quand même être plus sympa. Par exemple, moi, mon très cher compagnon est plutôt fractionné. J'ai appris, même si j'ai besoin d'une réponse rapide, quand je monte à son bureau, je dis « Je peux te poser une question ou pas ?»
C'est plus efficace comme ça, parce que s'il est là-dedans et que là, de toute façon, il va être désagréable s'il me répond comme ça, et je n'aurai pas forcément une réponse vraiment. Donc, mieux vaut s'adapter, parce que comme ça se passe mieux, pour l'un comme pour l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne perçoit pas toujours, mais qui est, ça, je ne sais pas si ça vous évoque des exemples, des situations. Donc, c'est intéressant, parce qu'on peut vraiment utiliser, là encore, les deux et ça est clair. Alors, un petit troisième, c'est la fameuse bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que notre cerveau, là encore, on reçoit une quantité énorme d'informations régulièrement et qu'en fait, notre cerveau aussitôt compare à ce qu'on a en tête. Et il y a deux façons de comparer. Soit je compare en voyant les ressemblances, les points communs. Là, j'ouvre les rideaux ce matin. Soit j'avais entendu la météo, bah oui, c'est bien comme la météo a dit. Soit j'espérais que, c'est pas comme la météo a dit. Mais donc, soit on va revoir les ressemblances, soit on va voir les différences. Et là aussi, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'intérêts, de qualités, d'avantages dans une comme dans l'autre. Quand je suis plutôt dans la ressemblance, avoir la bouteille à moitié pleine, c'est plutôt satisfaisant parce que si j'ai soif, je vais pouvoir encore boire. D'ailleurs, je vais encore boire. Et là, c'est le verre. Donc, j'ai refait ma pièce. Bon, ok, il y a une petite trace là, mais enfin, quand même, globalement, c'est bien. J'ai terminé mon dossier. Ok, je suis satisfaite. On pourrait toujours améliorer, mais je suis satisfaite. Ça, c'est ça que ça permet. Je vais pouvoir faire des liens. Quelqu'un me parle de quelque chose. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Dans la relation à l'autre, c'est très important parce que vous me parlez de quelque chose ou vous me posez une question. Si je suis dans la ressemblance, je réponds à la question. Est-ce que tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Je vais dire oui, j'ai envie ou non, j'ai pas envie, mais je réponds. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça de l'autre côté. Par contre, si je suis trop dans la ressemblance, eh bien, je vais souvent dire si tu veux. Et là, je me souviens comme ça de stagiaires d'une entreprise qui sont en déplacement et qui, là, voilà, il y en a un qui dit tiens, est-ce que ça te dit d'aller manger là? Bon, oui, si tu veux. Il s'installe. Celui qui a dit si tu veux, il regarde la carte. Oh, il n'y a rien qui me plaît. Bon, je lui dis attends, je te demande, tu me dis que tu es d'accord? Mais vous avez dit, il n'a pas dit je suis d'accord, il a dit si tu veux. Et donc là, je vais revenir après là-dessus, c'est une vraie difficulté pour les gens qui sont beaucoup dans la ressemblance. Ils prennent rarement le temps de savoir, et moi, j'ai envie de ça ou pas? Ils sont tellement dans le présent, dans ce qui est proposé là, qu'ils ne pensent pas forcément à voir, est-ce que c'est autre chose que je voudrais? Et puis, il y a un problème, on va faire comme on a déjà fait. Ça n'a pas bien marché, peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Donc il y a un peu une difficulté à aller vers le changement, à ne voir que ce qui est là dans le présent. Alors, ceux qui fonctionnent plutôt dans la différence, eh bien, ils voient d'abord ce qui manque par rapport à leurs besoins ou ce qu'ils avaient en tête, ou ce qui est différent par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est avoir du sens critique. Parfois, si vous pensez à certaines réunions, eh bien, quand on n'est vraiment pas dans la phase initiale de brainstorming, où là, les gens dans la différence, ils cassent la baraque, quoi. Lundi, mais si on faisait comme ça? Oui, ça va coûter cher. C'est fini, la créativité. Par contre, quand on a élaboré notre produit, on a déjà avancé. Et c'est qui ceux qui posent les questions, des objections vraiment intéressantes qu'il valait mieux traiter avant de mettre le produit sur le marché? Ça va être les gens dans la différence. Parce qu'ils voient en dehors, ils ne sont pas juste focalisés sur le présent, ils ont une vision bien plus large des choses. Et si, par exemple, on se connectait aux élections, il va falloir choisir. C'est aussi la capacité, du coup, d'avoir du sens critique. Il y a ce qui est dit, mais qu'est-ce qui manque dans ce qui est dit? D'accord? Donc ça, c'est vraiment toutes les qualités quand on est dans la différence. Par contre, là aussi, si je suis trop dans la différence, je ne vois que la petite tâche là, et quand je rentre dans ma pièce, quand bien même elle est chouette, je focalise là-dessus et ça génère beaucoup d'insatisfaction. Que je vais m'exprimer beaucoup par « mais » ou « oui mais », je vais donner un exemple, et que je peux être trop critique ou avoir beaucoup de mal à décider parce que je vois toujours que là où les solutions, il n'y en a pas une qui colle complètement.
Alors ça génère énormément de conflits. Parce que justement, ceux qui sont dans la ressemblance, on imagine qu'ils sont d'accord. Un autre groupe de 2 agriculteurs, celui qui raconte, son frère, lui, pour le coup, n'est pas là. En fait, il me dit, mais je commence à comprendre quelque chose. J'avais l'impression que je ne pouvais plus faire confiance à mon frère. C'est fort, hein, parce que quand on travaille ensemble et qu'on est associés, plus faire confiance. Et là, il dit, voilà, avant-hier, on discute le matin avant que chacun travaille. Et là, lui, celui qui raconte, dit, bah voilà, je dis, ah oui, tiens, il faut passer les bêtes au pédiluve. Vous savez, les pédiluves, c'est un bassin, il y a du produit dedans, là, on fait passer les vaches dedans, et donc ça évite les maladies des pieds. Et le frère dit, oui. Le soir, quand ils se retrouvent, ils refont le point l'un et l'autre, et alors, pédiluve, ah bah non, pas aujourd'hui. Et lui, il prenait ça comme exemple, quoi. Le matin, il me dit qu'il le fait, le soir, il ne l'a pas fait. Comment voulez-vous que j'aie confiance dans mon frère ? Or, écoutez bien, le matin, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit « tu passes les bêtes au pédiluve ». Non, il dit « tiens, il faut passer les bêtes au pédiluve ». C'est-à-dire qu'il parle de nécessité. Là-dessus, le frère est d'accord. Mais lui qui est dans la différence quand il dit ça, si à lui, on lui disait ça et qu'il sait que en fait, c'est demain qu'il va chercher le produit et que de toute façon, il a planifié ça qu'il faisait après-demain, il ne va pas répondre sur la nécessité. Il va répondre « Ah oui, mais de toute façon, j'ai prévu de le faire après-demain. » Ou « Ah mais non, maintenant, je n'ai pas le produit, il doit arriver après tel jour. » Donc, quand il interprète que son frère, il n'est pas digne de confiance, c'est puisqu'il projette son mécanisme sur son frère. Et son frère ne fonctionne pas de la même façon. Il n'a pas posé la question « Ok, donc tu es d'accord, et est-ce que tu le fais aujourd'hui ?» Là, le frère aurait dit « Bah non, aujourd'hui, je n'ai pas prévu ça. » Il n'y aurait pas eu de problème de communication. Encore une fois, on n'imagine pas que l'autre fonctionne différemment de nous. Et puis, dans la médiation dont je vous ai parlé, là, entre le président et la directrice, le conseil d'administration m'avait dit aussi, mais il y a un vrai problème, là, elle n'est plus jamais d'accord avec nos projets, quoi. La directrice, elle est quand même là pour mettre en œuvre les décisions du conseil. Je demande un exemple. Et donc, quand je suis dans la médiation, j'en parle. Je dis, ben voilà, le conseil d'administration a cette perception-là. Et qu'un exemple, c'était créer une implantation de la structure dans une autre commune. Et là, elle dit, mais attendez, c'est moi qui l'avais proposé. Bien sûr que je suis d'accord. Je suis d'ailleurs très contente que ça y est, maintenant, ce soit abordé. Donc moi, quand j'ai dit, mais alors, comment je m'y prends par rapport, il n'y a qu'une seule voiture, les 35 heures, c'est que je suis déjà plus loin. Je veux savoir un peu quels sont les moyens qu'ils me donnent pour faire ça. Sauf qu'eux, ils ont entendu « mais » comment je vais m'y prendre. Et derrière le « mais », ils ont interprété « elle n'est pas d'accord ». Elle a même ajouté là devant le président qu'à la limite, quand en conseil, ils évoquent des choses sur lesquelles là, elle n'est pas d'accord, elle se garde bien d'intervenir. Comme quoi, qui ne dit mot consent, eh bien, avec des gens dans la différence, c'est totalement faux. Un dernier petit exemple pour la route. Ça m'arrive aussi d'intervenir pour des enseignants. Et l'élève qui dit « Mais madame, on n'a pas vu ça comme ça l'an dernier. » Un prof qui n'est pas très bien encore dans ses baskets, c'est terrible. Ça veut dire que c'était mieux l'an dernier et qu'il est en train de me critiquer. Et moi, je dis au prof, attendez, c'est un élève qui vous a écouté, qui se souvient de ce que ça a été abordé l'an dernier et comment, qui participe, enfin qui réfléchit dans sa tête et qui participe. C'est pas ça l'idéal ? Alors on est d'accord, si cet élève-là, il est coincé dans la différence et qu'il est tout le temps comme ça, c'est insupportable. Mais là, entendez qu'il a besoin, quelqu'un dans la différence, il a besoin de comprendre pour pouvoir prendre. Là, faire ce rapport, ah ben attends, c'est différent, alors comment c'est vraiment ? Mais donc, si je reviens dans l'entreprise, entendez que quelqu'un qui dit « mais », ça ne veut pas forcément dire qu'il est en désaccord. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous vous reconnaissez dans la différence, c'est mon cas, c'est ma dominante, alors c'est vrai, nous devons apprendre à écouter vraiment, et si nous sommes d'accord à le dire, et à commencer par voir ce qui est présent, avant de dire oui, et en même temps, pas mais, et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir aussi ou à préciser par rapport à ça ? Parce que sinon, on n'est pas reçu.
Et que si vous êtes dans la ressemblance, apprenez vraiment à vous connecter à vous pour pouvoir vraiment dire des oui qui sont des vrais oui et pas des si tu veux. Et vraiment, en tout cas, à déposer ces interprétations sur les autres. C'est OK, ça? Alors, quelque chose qui est aussi très important dans l'entreprise, et je pense que justement l'agilité est quand même pas mal, je pense beaucoup pris ça en compte. C'est le fait que, comme je disais tout à l'heure, nous pouvons agir dans la vie, nous pouvons agir sur le monde, et en même temps, pas que. Le monde aussi agit sur nous, que ce soit nos équipes, que ce soit nos clients, que ce soit l'environnement, les marchés. Or, certains d'entre nous ici, on a tendance à d'abord avoir conscience ou même croire que nous pouvons agir sur le monde. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, on va oser proposer, on va avoir des idées. Le commercial, c'est quand même bien qu'il se pense que c'est possible de vendre. Ça aide à prendre le téléphone ou à aller voir le client. Plus je vais être dans cette modalité active, plus je vais trouver des solutions, imaginer des solutions. Sauf que si, par contre, vous n'êtes pas dans la modalité active, peut-être que des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils sont rentre dedans? Qu'est-ce qui mettent la pression? Qu'est-ce qui bouscule les autres, quitte parfois à les paralyser? Qu'est-ce qu'ils sont impatients? Et puis, je pense à un stagiaire qui était vraiment, mais quand on veut, on peut. Où est le problème? Ben non, on ne peut pas toujours. Alors si on peut, et là je peux lui en parler parce qu'il a même écrit un livre là-dessus, Antoine Aoun, c'est que donc voilà, le Liban, les milices chrétiennes et autres, il en était dans une, il traverse une route où il y avait plein de snipers, il arrive chez des gens, et on lui dit non, surtout, là c'est trop dangereux, là tout de suite tu repasses pas. Ben si, j'y vais. Ben, il s'est pris une balle dans le dos, d'accord? Donc il s'est retrouvé en fauteuil roulant, donc ça l'a en même temps aidé après à réagir, mais c'était bien quand on veut, on peut. Il a quand même mis un peu d'eau dans son vin là-dessus, on ne peut pas toujours. Alors, à l'autre côté, parfois vous êtes plutôt quelqu'un qui a conscience que le monde peut agir sur vous en vous apportant des opportunités. La capacité de voir les opportunités. Pour les saisir, il faut déjà les voir. Si je suis trop active, je ne les vois pas. La réceptivité, c'est que je vais percevoir les opportunités. Je vais pouvoir m'adapter. On a besoin de s'adapter, que ce soit aux différences dans l'équipe, que ce soit à mes clients, que ce soit à l'évolution des techniques du marché. Et du coup aussi, on va être d'autant plus ouvert à l'écoute des autres et aussi à percevoir les risques, ce qui va être important aussi pour adapter mon produit. Mais si je suis trop réceptif, alors je vais attendre que tous les clignotants soient au vert, mais ce n'est pas moi qui les mets au vert. Je vais attendre que le monde n'attende plus que moi, mais généralement, ce n'est pas toujours ça qui se passe. Ou je vais trop voir les risques, ou je vais aussi me suradapter. Et finalement, ne pas oser non plus prendre la parole, par exemple. Et si je reviens au commercial, c'est quoi un bon commercial? Oui, il a la modalité active de croire que c'est possible d'aller voir ses clients. Mais s'il ne s'adapte pas, peut-être que vous avez en écho, moi je me souviens comme ça, quelqu'un qui était venu me proposer des produits, mais plus qu'une envie, c'est le mettre dehors, quoi. Il était là, comme si c'est lui qui allait tout décider. C'est insupportable. Alors qu'en fait, là, c'est une vraie danse. Là aussi, je propose, voilà les échos, donc comment on va adapter, améliorer notre produit, et ainsi de suite. C'est ça vraiment l'intelligence collective. Dans l'intelligence collective, ce qui est vraiment important, c'est que chacun soit dans la capacité de proposer et d'écouter. Et là, en fait, on va vraiment faire cette mayonnaise, maïotique qui va permettre d'élaborer quelque chose de plus intéressant. Et donc, chacun aura proposé et chacun se sera adapté. Alors, si on continue, là aussi, je crois que sur option procédure, l'agilité a beaucoup travaillé. Nous avons un objectif, on part d'un point A, on veut atteindre un résultat. Eh bien, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que le confort n'est pas le même pour tous. Pour certains d'entre nous, ce qui est confortable,
c'est d'avoir une méthode, d'avoir une procédure. C'est réconfortant, c'est efficace, on est organisé et on peut d'autant plus transmettre. Mais si je suis trop dans la procédure, alors, comment je m'y prends ? Je pourrais prendre un exemple très modestement. Donc, vu mon grand âge, n'est-ce pas, j'ai 60 ans l'an dernier, je ne suis pas née avec l'ordinateur. Quand il a fallu que je m'y mette, moi, j'ai été suivre des formations. Mon compagnon, qui est plutôt de l'autre côté, il me disait « Mais si tu fais comme ça, mais comment ?»« Ah je sais pas, je l'ai fait, ça a marché. » Alors là, moi, c'était la panique à bord. Mais moi, je ne sais pas. Alors, attends, je note. Mais non, mais c'est facile. Non, moi, je ne sais pas. Alors, attends, c'est moi qui fais et tu me dis. Oh, mais tu ne comprends rien. Bon, alors je me suis dit, c'est pas avec lui, je vais me former. Quand on est dans la procédure, on a besoin du mode d'emploi, où on peut très bien en élaborer qu'on va pouvoir transmettre. Mais donc, il y a par moment un petit manque peut-être de souplesse, parce que parfois, on ne peut pas tout prévoir, organiser. Il va falloir inventer des nouvelles solutions, parce que le monde change, et ainsi de suite. Alors, parmi vous, vous êtes plutôt de l'autre côté, peut-être. L'option, c'est OK, on va y arriver. Mais alors surtout, laissez-moi la liberté de trouver comment je vais faire. Et peu importe si déjà ça a marché comme ça, moi ce qui me plaît, c'est de trouver des chemins. Et c'est pas du coup créer une méthodologie derrière ça. C'est ça qui est fun, quoi. Avoir du choix, garder des choix en permanence. Et du coup, quelque part, être assez créatif par rapport à ça. Mais alors, ils vont être forcément un peu moins organisés. Transmettre, c'est pas vraiment le top. Et puis, parfois, si on a vraiment des impératifs de temps, ça peut aussi coincer. Parce que y a quand même des sujets sur lesquels il faut un minimum de méthodologie. Et donc, par exemple, si parmi vous, il y en a qui sont des managers et que vous êtes plutôt option, et que là, il y a un petit stagiaire qui arrive, ou un nouvel embauché, lui, pour être en sécurité et pour pouvoir vraiment rentrer avec plus de confort en fait dans son boulot, peut-être qu'il aura besoin que vous lui donniez un minimum de méthodologie. Je me souviens de quelqu'un qui formait en fait des profs qui démarrent. Lui, elle était formatrice en tutorat. Et justement, elle ne voulait surtout pas imposer sa méthodologie aux débutants. Et en fait, en même temps, quand elle m'en parlait en coaching, elle disait, mais c'est vrai que, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un truc qui ne va pas bien. Autant la relation va, mais ça ne va pas. Et j'ai dit, mais attends, mets-toi un peu à la place de... Bien sûr, c'est quand ils vont gagner en expérience qu'ils vont pouvoir sortir du cadre que tu leur auras proposé, parce qu'ils auront plus de confort et que là, ils vont pouvoir mettre leur propre touche, leur même propre couleur. C'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Là où on gagne en expérience, en expertise, on a appris des choses et puis maintenant, on est vraiment très créatif, on crée notre propre soupe, notre propre danse. Et quand elle s'est autorisée du coup à transmettre plus de méthodologie, en fait, elle a eu des retours très positifs. À l'inverse, si vous êtes plutôt procédure et que vous encadrez des équipes, accueillez si vos collaborateurs vous apportent des résultats qui vous conviennent. Eh bien, accueillez que pour eux, ils vont être plus productifs si vous leur laissez la liberté de faire comme ils veulent faire. C'est parfois, c'est un peu justement de la souplesse à accueillir dans nos neurones. Et encore une fois, c'est pour ça que plus vous accordez, vous développez votre souplesse entre les deux, plus vous saurez accueillir ça chez l'autre. Parce que même si vous êtes procédure, j'imagine qu'il y a des fois aussi, il n'y avait pas de procédure là, et pourtant il a fallu réagir dans l'urgence. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de l'expérience de ce pilote-là qui a atterri sur la rivière Hudson aux États-Unis. Là, donc, il démarre de l'aéroport c'est New York, je crois. Et malgré les petites machines, il y a des oiseaux qui se mettent dans les réacteurs. Bref, les réacteurs ne fonctionnent plus. Il n'est pas assez haut pour avoir le temps de repartir à l'aéroport. Il est au-dessus de la ville. Il a tout l'équipage et tout le public dans l'avion.
Et il y a beaucoup de gens en dessous aussi, hein. C'est une ville peuplée. Vous savez, New York, même peuplée en hauteur, quoi. Et là, il n'avait pas de protocole. Et là, par contre, il avait de l'expérience. C'est-à-dire, option sans aucune expérience, moi je dis souvent prudence. Par contre, là, et notamment l'expérience, il avait fait beaucoup de vols de planeur. Et donc, lui, il a regardé ce qui se passait, quelle était une surface non habitée, où je peux quand même pouvoir me poser. Et donc, bien sûr qu'il a eu peur, mais il a géré, en fait, par rapport à cet enjeu de sauver tout le monde. Et il a, à Mary, sur la rivière Hudson, il a les derniers à sortir de l'avion. Il n'y a eu aucune victime, ni dans la ville de New York, ni dans l'avion, aucune. Et le paradoxe, c'est que l'aviation lui a fait un procès parce qu'il n'avait pas respecté la procédure. Et qu'il a fini par gagner là-bas. Je n'ai pas vu le film Seul qui, hein, je crois, mais je sais que ça porte là-dessus. Mais c'est une expérience formidable, hein, ce gars-là. Mais donc, il a à la fois été dans l'option et en s'appuyant aussi sur des procédures. Donc, nous ne sommes pas forcément tous cette personne-là, mais c'est pour montrer que c'est vraiment possible. Donc, voilà, souplesse des deux. Alors, un petit dernier pour la route. C'est qu'en même temps, nous, l'être humain, dans notre expérience de base, eh bien, rappelez-vous notre cher Descartes, qui dit « je pense, donc je suis ». Donc oui, nous sommes des êtres qui pensons. Mais non, d'autres vont dire « attendez, j'existe parce que quoi ? Parce que je vis, parce que je fais des choses, parce que je réalise des choses. Je vis parce que j'agis. » Et puis un troisième va dire « enfin, écoutez, vous êtes à côté de la plaque. On vit parce qu'on ressent, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des sensations, parce qu'on a des... on voit, on écoute, on entend, on a des émotions. » Et bien sûr, tous les trois ont raison. Mais là, encore une fois, ça manifeste le fait qu'on a privilégié la conscience, soit que nous pensons, soit que nous agissons, soit que nous ressentons. Alors que là, dans cet instant présent que nous sommes en train de vivre, chacun de nous agissons. Il n'y a pas que moi qui agis, parce que si vous ne faites pas juste entendre, mais que vous écoutez, eh bien, et que vous regardez, vous n'êtes pas juste en train de voir, c'est que vous agissez. Que chacun de nous réfléchissons, nous avons des processus de pensée, puisque vous faites peut-être des liens entre ce que je dis et vos propres expériences, que moi j'essaie d'aligner deux idées à peu près, de façon à peu près logique. Et en même temps, que nous en ayons conscience ou pas, nous avons à la fois des sensations, d'avoir froid, d'avoir chaud, ou des émotions, d'être interpellé, d'être dans le sens de la curiosité, ou d'être réconforté, ou d'être content ou pas content, ainsi de suite. Et donc ça, là aussi, le fait d'avoir privilégié quelque chose, ça ne va pas tant créer des conflits aussi forts que dans les autres cas, mais plutôt c'est de l'ordre de l'inconfort, et que du coup là dans notre réunion de travail, il y en a un qui, parce que il a tellement conscience de l'action, bon allez, on fait quoi, on y va, et celui qui va être plutôt dans la réflexion, attends, quand même, il faut qu'on soit sûr de ce que ce soit vraiment ça qu'on veut et comment on va le faire, hein. Et celui qui est dans l'émotion, il va être plutôt, ah mais ça je le sens pas. Alors le premier va dire, oui mais écoute toi et tes états d'âme. Alors il va peut-être pas le dire, mais il va le penser très fort. Et celui dans l'émotion par rapport à l'autre qui est dans l'action va dire, bon, le hamster frénétique, là, s'il se calmait, ça ferait quand même pas de mal, n'est-ce pas ? Et celui avec le vélo dans la tête, qu'est-ce qui nous fatigue, quoi ? Qu'est-ce qui nous fatigue ? Et là encore, plus on comprend que chacun de nous, par exemple pour le meuble en kit, parfois c'est quand même pas mal de réfléchir parce que cette pièce-là n'a pas l'air de rentrer. Et que celui qui est dans l'action, il va pousser. Mais effectivement, elle n'était pas tout à fait rectangulaire, elle était en losange. Et maintenant que je l'ai poussée, que j'ai réussi à la rentrer, je n'arrive plus à la ressortir. Et que Ikea ne va pas me rembourser. D'accord ? Mais celui qui est là, dans le vélo, dans la tête, il faudrait qu'il ait tout pensé avant de passer à l'action. Moi qui suis plutôt là-dedans au départ, ça m'a beaucoup aidée parce que, par exemple, les premières fois que je faisais des projets de formation, il aurait fallu que j'ai tout dans la tête, ne serait-ce qu'avant de taper sur mon ordinateur. Et bien, taper sur l'ordinateur, c'est passer à l'action.
parce qu'après, je peux copier-coller, remonter une phrase et l'autre, plutôt que d'avoir tout le processus dans la tête. Ça m'a été très aidant. Que ceux qui sont, que ce soit dans l'action ou dans la pensée, un peu beaucoup coupés des émotions, eh bien, ça va poser des problèmes de décision. Alors, nous, on parle d'entreprise, n'est-ce pas, là? J'ai parfois donné des conférences, émotion et entreprise, tabou ou atout. Et je me souviens de quelqu'un qui avait fait la formation HEC, Haute École de Commerce, le top du top, n'est-ce pas? Qui redisait, mais ça faisait quoi, 5-6 ans qu'elle était sortie d'HEC? Elle disait, mais nous, encore, on nous a encore dit, vous savez, les émotions, ça ne fait pas partie de l'entreprise. Hein. Là, avec vos compagnons, compagnes, avec vos enfants, avec vos amis, toutes les émotions que vous voulez, mais dans l'entreprise, non. Mais c'est une aberration, une méconnaissance, une absurdité, je n'irai pas plus loin, mais j'en pense pas moins. Pourquoi? On parle de motivation dans l'entreprise. C'est quoi la motivation? C'est là que ça se situe. Oui, il y a des valeurs que je cherche à satisfaire. Ça, je peux aller les questionner dans le processus de pensée. Mais l'émotion, c'est bien ce qui me met en mouvement. C'est du plaisir, c'est de l'envie, ou c'est de la non-envie. Et si je reviens à la prise de décision, dans l'entreprise, on doit en prendre pas mal, que ce soit collectivement ou par moment, soi-même par rapport à son travail. Comment on s'y prend pour prendre une décision? On va s'y prendre en réfléchissant. Quels sont le pour, le contre de chaque option? On peut parfois déjà tester certaines choses. Mais si là, par rapport à ce projet, par exemple, il me reste à trancher entre 3 options. Ok, il y en a une qui colle complètement à ce que je voulais, ressemblance, pof, c'est facile. Ok, j'ai décidé. Mais quand là, il en reste 3, et que cette option-là, ça colle. Imaginons, là, je me souviens, tiens, on va reprendre mes chers agriculteurs, sur un choix de tracteur. Un tracteur, vous savez, ça coûte un peu plus que 5,25 €. C'est un investissement, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos au Salon de l'Agriculture, mais c'est des sommes gigantesques. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à la légère. On va vraiment réfléchir. Sauf que le premier, il est complètement, a priori, il est bien fiable. Il est, par rapport à mes besoins de puissance et tout, c'est génial. Mais il est quand même plus cher que les autres. Celui-là, il rentre dans mes clous de budget. Sur la fiabilité, c'est OK, mais sur la maniabilité, ça me pose quand même problème, puis moi, j'ai quand même un peu mal au dos. Bon. Le troisième, ça va être, par exemple, la fiabilité, quand même, ce n'est pas celui qui a les meilleures cotes au niveau des utilisateurs. Si je reste dans la réflexion, difficile de trancher. Si en plus, je reste dans la réflexion et dans la différence, je ne choisis pas. Vous êtes d'accord? Parce que je vois toujours que justement, il y a un truc qui coince. À votre avis, le point de choix, ça va être quoi pour trancher? Parce que j'en achète pas 3. J'ai un client une fois qui était, lui, il avait créé sa boîte de transport d'aliments du bétail. Il était tellement dans la ressemblance, dans le tri-personne, à vouloir faire plaisir aux autres, qu'en fait, il a acheté 2 camions parce qu'il n'a pas su choisir entre les 2 concessionnaires. C'est un cas limite. Bon. Mais sinon, on n'en a choisi pas 3. Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a réfléchi, qu'on va trancher? Qu'est-ce qui permet de trancher? Se laisser sentir celui qui finalement nous convient le mieux. Je peux vous dire, par exemple, moi personnellement, qui suis au départ plus dans la pensée, quand j'ai compris ça, j'ai eu plein de flashbacks du nombre de décisions où j'avais réfléchi, mais j'avais pris un temps fou. Et je me suis rendu compte cette fois-là que, mais en fait, j'avais l'information. Une fois que j'avais réfléchi, finalement, je savais que c'est ce que je voulais. Mais non, il faut réfléchir encore davantage. Et en même temps, j'avais eu plein de flashbacks de décisions qui finalement ne m'avaient pas convenu. Et je me suis rendu compte, mais là, je le sentais bien que ça ne me convenait pas à ce moment-là. Donc oui, même dans l'entreprise, eh bien, être capable de percevoir nos émotions, ça va être hyper utile. Et puis bien sûr aussi d'accueillir celles des autres, ainsi de suite. Et que comme pour les autres modes de fonctionnement, si je suis complètement que dans les émotions et envahie, et là, ça ne va pas. Si je suis que dans la pensée, ça ne va pas. Si je suis que dans l'action, ça ne va pas. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment à chaque fois de trouver un équilibre
en développant cette flexibilité et en me rendant compte que l'autre qui est différent, il m'apporte l'opportunité de développer ce côté-là. C'est OK aussi, ça a du sens? Alors, ce qu'on a vu ensemble, cette sélection de 6 modes de fonctionnement. Le jargon technique, c'est métaprogramme en PNL, mais moi j'aime bien dire mode de fonctionnement. Donc cet enjeu que mes motivations primaires, c'est soit vraiment le plaisir de la relation à l'autre, le plaisir d'avoir du résultat ou le plaisir de comprendre, d'apprendre. Que ma perception du temps, elle peut être vraiment je suis dans l'instant ou je vois le temps dans la durée. Que je vois d'abord la bouteille à moitié pleine, la ressemblance, ou d'abord les différences, que je perçois d'abord ou je crois vraiment que je peux toujours agir sur l'autre et sur le monde, ou d'abord que c'est le monde qui a une influence sur moi et que je vais m'adapter, que j'aime avoir du choix et inventer des façons de faire, ou j'aime bien le confort de la méthode et de la procédure, nous en pensons, nous agissons et nous ressentons et développons cette conscience-là. Et que du coup, pour terminer, c'est qu'effectivement, plus je vais développer cette flexibilité comportementale, mentale, et j'aurais pu rajouter émotionnelle, mais je vais le mettre après, alors ouvrons-nous à nous-mêmes, ouvrons-nous à l'autre, enrichissons-nous de ces différences. Et pour moi, ça, c'est vraiment le support qui va nous permettre de nous réjouir de cette et c'est là qu'il y a l'émotion aussi, de notre intelligence collective, qui est vraiment, encore une fois, pour moi, est en phase avec cette agilité. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va remercier aussi tous les partenaires. Et puis, et là, j'ai laissé quelques minutes. Donc, s'il y a des questions ou des partages, et puis, donc, les petits post-it à la fin, là. Mais donc, il y a encore quelques minutes, si vous le souhaitez, pour des questions ou des... Oui ? Entre le premier que vous avez développé et le dernier, je vois beaucoup de ressemblances. Alors, en quoi c'est Alors, je comprends la question. En fait, entre le premier et le dernier, il y a une différence. C'est que, encore une fois, nous pensons, nous agissons, nous ressentons. Alors, ça a été coupé le micro, non? Ils disent on n'entend plus. Ici, là? Ah bon? Là, comme ça? Ah oui. C'est que si je suis, par exemple, dans la motivation principale sur la relation à l'autre, alors je vais agir pour ça. C'est-à-dire créer du contact. Tiens, vous avez besoin de quelque chose, ainsi de suite, je vais aller vers l'autre. En même temps, je vais peut-être réfléchir, qu'est-ce qui lui fera plaisir ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou pas? Et en même temps, je vais ressentir des choses par rapport à la relation. Si je suis dans la modalité, la motivation principale, le fait d'avoir du résultat, bien sûr, je vais être très conscient du fait d'agir. Mais si je veux avoir du résultat, j'ai intérêt aussi, et les gens qui sont beaucoup dans cette motivation-là peuvent aussi être très axés dans la pensée parce que optimiser les résultats. Si je veux optimiser les résultats, il faut aussi que je réfléchisse un peu, non? Parce que sinon, mon meuble en kit, il ne va pas fonctionner. D'accord? Et que j'ai du plaisir à le faire. Ensuite, la personne qui est plutôt dans la motivation, information, compréhension, eh bien là, elle va bien sûr être beaucoup dans la pensée, mais en même temps, elle va aller chercher sur Internet des choses. Elle va venir à des formations ou à des journées comme ça. Ou derrière ça, il y a aussi transmettre. Donc, elle va aussi, par exemple, être très active dans la transmission, soit en venir formatrice, conférencière ou je ne sais quoi d'autre. Et qu'en même temps, elle a du plaisir. Waouh, quand elle a compris quelque chose de nouveau, c'est sympa d'aller visiter un musée pendant les vacances, c'est sympa. Ou d'aller voyager ailleurs et de découvrir un monde différent, elle ressent. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très fondamental, agir, penser, ressentir. Et ça, je vais le mettre au profit de la relation à l'autre, au profit d'avoir du résultat ou au profit de la connaissance. Et plus je me développe, au profit de l'ensemble. C'est plus clair? Mais je comprends bien, ça peut partir. Il y a d'autres questions ou... Oui? Entre ceux qui ont été
fractionnés du temps et ceux qui ont une vision continue, où se situent les personnes qui arrivent systématiquement en retard? Alors, vous avez entendu la question? Donc, la question, c'est entre ceux qui ont une vision fractionnée du temps et ceux qui ont une vision continue du temps, où se situent ceux qui arrivent en retard? Alors, ça peut être plusieurs choses. Alors, ça peut être vraiment beaucoup dans les gens fractionnés, c'est fréquent. Et là, je pense par exemple, quelqu'un qui est fractionné, qui est en même temps un grand ami, est également beaucoup dans la relation à l'autre. Nous avons appris que quand il nous dit qu'il va venir vers 13h, s'il est à 13h30, nous serons contents. Parce qu'entre-temps, s'il a rencontré quelqu'un qui lui a demandé quelque chose, alors la relation aura pris la place sur ça. Mais donc, quelqu'un de fractionné peut être effectivement souvent en retard. Sauf que quelqu'un de continu qui a tellement de dossiers ouverts en même temps, oui, j'arrive. Donc, on a besoin d'aller questionner davantage. De même que là, par exemple, je disais les oublis, c'est beaucoup souvent les gens les gens fractionnés vont vraiment très souvent à dire ah oui, je suis tête de linotte, mais alors du coup, les smartphones c'est génial parce que du coup ils se mettent des alertes, ou avant c'était écrire sur la main. Donc les gens qui oublient sont beaucoup plus souvent fractionnés que continus. Sauf que moi j'ai aussi rencontré parfois des gens continus, ils veulent tellement faire de choses en même temps qu'il y a un moment donné, là le disque dur il sature un peu. Donc, on va un petit peu questionner, là. Qu'est-ce qui fait que tu oublies? Ça m'est sorti complètement de la tête. Là, vous êtes plutôt dans fractionné. J'avais tellement de choses à penser. C'est plutôt continu. D'autres oui? En fait, l'impression que ça me donne dans les postures que vous avez décrites, c'est que, par exemple, fractionné continu, mais dans les autres sujets, ça me fait un peu la même impression, c'est qu'on peut passer d'une posture à l'autre. Oui. J'ai l'impression qu'il y a deux catégories. Mais non. Personnellement, je ne vais même pas parler des autres. Personnellement, dans la plupart du temps, je me suis reconnu assez souvent dans les deux postures. Et j'ai aussi l'impression que les gens que je fréquente aussi passent d'une posture à l'autre par moment. Mais heureusement, sinon on se couperait de plein de compétences. Simplement, moi, ce que j'observe, c'est que c'est intéressant. De savoir quelle est ma dominante, parce qu'encore une fois, en situation de stress, c'est celle-là qui va revenir, et à ce moment-là, j'ai beaucoup moins accès à l'autre. Et du coup, c'est peut-être celle-là qui était quand même pertinente à ce moment-là. D'autre part, par rapport à mes interlocuteurs, que ce soit dans le travail, dans les clients ou les collaborateurs, eh bien, à un moment donné, lui aussi, il s'est peut-être coincé, soit parce qu'il est dans l'urgence, soit parce qu'il est préoccupé par quelque chose, ou au contraire très enthousiaste. Et là, à ce moment-là, on n'était peut-être pas en phase l'un et l'autre, et c'est là qu'arrive l'interprétation. Et plus je comprends ça, plus je vais pouvoir accueillir que l'autre à ce moment-là est peut-être là-dedans, et plus vous vous appropriez cette lecture-là, plus alors, donc moi maintenant j'arrive vraiment à le percevoir assez rapidement, quitte à poser des questions complémentaires comme j'ai répondu là, et du coup je vais pouvoir aussi dire, attends, là peut-être qu'on est trop dans le temps présent, là il faut quand même aussi qu'on voit qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, 15 jours pour qu'on soit au top. Donc, je vais pouvoir en fait quelque part aussi guider pour qu'on élargisse la perception du temps si c'est le cas, ainsi de suite. Mais donc vraiment, et l'enjeu, c'est qu'effectivement, qu'avec la vie comme le bon vin, on bonifie et qu'on acquiert beaucoup plus de souplesse. Je me suis parfois intéressée à des sujets comme la créativité, comme d'autres choses, et que vraiment, je trouve moi que quand on est dans notre expertise, c'est qu'on a complètement cette fluidité, cette flexibilité, l'accès aux différents éléments des différents modes de fonctionnement. Sachant que dans certains moments concrets, il n'y a besoin que de l'un. Je pense par exemple, en PNL, on a modélisé la stratégie de créativité de Walt Disney. Vous connaissez peut-être. Et là, il y a vraiment 3 phases très séparées. La première phase, c'est réaliste. C'est le brainstorming, c'est l'émergence des idées. Donc là, c'est clair que pas de critique. On accueille tout. Alors que la seconde phase, et là, on est très dans l'émotion et puis dans l'imaginaire. Dans la seconde phase, c'est réaliste. Et là, dans la première phase, c'est ça. Et on prend à la fois la ressemblance et la différence quand c'est des idées nouvelles, mais pas dans la critique. Dans la seconde phase, on est beaucoup plus dans la ressemblance, dans l'action, le plan d'action. Tiens, on a pris une idée, comment on va faire pour la réaliser? Et dans la procédure.
Et dans la troisième phase, qui est la critique, c'est maintenant comment améliorer notre prototype là. Et là, on reprend la différence en disant, tiens, à quoi on n'a pas pensé? Quel problème ça risque de poser? Donc, c'est intéressant de se apercevoir que certaines modalités sur un objectif précis peut parfois, à un moment donné, demander spécifiquement sur cette étape-là telle modalité, sachant que dans l'ensemble du processus, souvent, on aura besoin d'une autre modalité. D'autres questions aussi ou... Ok, bah écoutez, emportez ça et puis très bon appétit à tous. Merci à vous. Merci.